Anna passe son bac de Christian Grenier. Moi, chuchota le voisin d'Anna, j'ai échoué en janvier dernier. Anna fut contente que ce grand garçon maigre et timide lui adresse la parole. Dans l'immense préau contigu à la salle du bac virtuel, ils étaient une quinzaine, assis, à attendre l'appel de leur nom. La plupart des candidats restaient crispés sur leurs sièges. Pour tuer le temps, quelques-uns grignotaient, certains manipulaient leur tablette ou un smartphone, d'autres, coupés du réel, patientaient avec leur casque total sur la tête, sans qu'on puisse savoir s'ils étaient connectés sur un programme de jeu ou s'ils procédaient à d'ultimes révisions. Parmi les jeunes candidats, un homme d'une cinquantaine d'années faisait tâche. Il ne semblait pas moins nerveux que les autres, il se mâchait la lèvre inférieure comme pour calmer son angoisse et poussait parfois un soupir qui faisait mal à Anna. C'était son père. Il avait voulu la suivre jusque dans le préau d'attente et se mêler incognito aux candidats. Anna passait le bac pour la première fois. Les échecs étaient fréquents, mais en principe, on pouvait se représenter le mois suivant. Tu n'as pas pu le repasser plus tôt demanda-t-elle à son voisin. Non, ma moyenne était trop médiocre. On m'a imposé 6 mois d'attente. Ah, je n'ai vraiment pas eu de chance. À l'autre bout du préau, le père d'Anna lui jeta un regard complice. Il semblait soulagé qu'un autre candidat ait engagé la conversation avec elle. Le garçon poussa un soupir à fendre l'âme. Puis il désigna à Anna cet inconnu âgé qui ne semblait pas savoir comment tuer le temps. Tu as vu ce vieux type? Incroyable qu'on passe encore le bac à cet âge. J'espère que je le décrocherai avant. Anna sourit sans répondre. Son père possédait le bac, un autre bac, qu'il avait passé voilà très longtemps à une époque où le bac virtuel n'existait pas encore, une époque où les candidats restaient assis face à une table pendant plusieurs heures. Ils écrivaient. Anna imaginait très mal son père avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. La seule fois où il avait dû en porter un, c'était lorsqu'il s'était décidé à passer son permis de conduire, il y avait un peu plus de 10 ans. Une vraie catastrophe. Pendant sa première épreuve de permis virtuel, il avait, en abordant un virage serré, flanqué sa voiture dans un fossé. La seconde fois, un mois plus tard, il s'était écrasé contre un mur. La troisième et la dernière fois, ça avait été encore plus terrible. Il avait dû accélérer sur une autoroute où il était interdit de rouler à moins de 100 km/h. Il avait alors doublé un camion, freiné sans raison, dérapé, franchi la barrière de sécurité et heurté toute la file de véhicules qui roulaient en sens inverse. Il avait achevé sa course dans un camion-citerne qui avait explosé. Au total, 18 morts et 42 blessés, ce qui signifiait un an avant qu'il ne soit autorisé à repasser le permis. Une précaution inutile. Quand on lui avait retiré son casque, il était persuadé avoir réellement provoqué la catastrophe et ses victimes, et il avait juré à sa fille que non seulement il ne se représenterait pas au permis, mais que par surcroît, il n'enfilerait plus jamais un casque de réalité virtuelle. Anna considéra son père avec un regard attendri. Soudain, la porte de la salle du bac virtuel s'ouvrit. Dans le préau, les candidats sursautèrent et rangèrent précipitamment smartphones et tablettes. Ceux qui portaient un casque s'empressèrent de l'enlever. Un immense individu chauve, sourcils noirs et épais, regard acéré, Anna pensa même cruel, scruta l'assistance sans indulgence et déclara sur un ton définitif: Mademoiselle Anna Lambert? C'est moi, dit Anna, d'une voix minuscule. En se levant, elle aperçut son père qui lui adressait de la main un signe bref d'encouragement. Elle passa devant le géant chauve et croisa le candidat précédent, dont elle allait prendre la place. C'était une candidate. Anna ne put même pas distinguer son visage, car la jeune fille le cachait dans un mouchoir où elle pleurait, sanglotait, reniflait et se mouchait tout à la fois. Formidable, songea Anna. Rien de tel pour détendre l'atmosphère. Les jambes flageolantes, elle entra. La salle du bac était un étrange compromis entre un laboratoire de langue et un bloc opératoire. Les murs d'un blanc aseptisé étaient tapissés d'appareils de mesure que surveillaient 2 techniciens. Au centre, séparés par des cloisons de verre dépoli, 5 candidats, casqués, sanglés sur leurs fauteuils d'immersion totale, gigotaient en désordre, aux prises avec leur programme d'examen. Face à eux, un écran de contrôle, qu'ils ne pouvaient évidemment pas voir, débitait des informations codées à l'intention de l'examinateur qui avait accueilli Anna. Veuillez vous installer ici, mademoiselle. Elle alla s'allonger sur le fauteuil. Un technicien s'approcha pour la sangler et lui fixer le casque sur la tête. Choisissez vos options sur le clavier, dit l'examinateur chauve.
Haha, allemand et géographie, wunderbar. En plus, il parlait allemand. Anna le soupçonna d'être capable de se brancher sur son programme pour la coincer pendant le déroulement de l'épreuve. Avez-vous un chiffre fétiche, un numéro préféré? Non, monsieur. Alors laissons faire l'ordinateur. Les sujets étaient soumis à un programme aléatoire. Aucune fraude n'était possible. Un code s'afficha sur l'écran. Vous êtes prête? La dernière chose qu'elle aperçut, avant que le casque ne recouvre son visage, fut le regard amusé du géant chauve. Puis, ce fut l'obscurité et le silence. Un pinceau de lumière se fixa sur son œil droit pour procéder à une rapide identification rétinienne. Et une seconde plus tard, un superbe paysage apparut devant elle, dans un relief saisissant, un vallon où se mêlaient mimosas, pins parasols, et qui descendait en pente douce vers la mer. Une mer bleue, calme, inondée de soleil, dont les crêtes venaient s'écraser au loin sur quelques rochers ocres. Ah! Was ist denn das für eine See? Elle sursauta. Elle se trouvait assise sur une étrange roulotte, à côté d'un individu vêtu d'un costume d'écuyer. Derrière eux, progressaient à petite vitesse trois énormes camions sur lesquels s'inscrivait, en lettres rouges, au milieu de dessins d'animaux et d'acrobates, le mot Circus. Was für ein Meer? Insista le cocher en désignant le lointain. Das Ozean? Quelle mer? Quel océan? En un éclair, Anna éluda le piège. Les élèves qui choisissaient les options allemand et géographie potassaient tout particulièrement la géographie de l'Allemagne, supposant que l'épreuve se situerait dans ce pays. Et la réponse qui venait à l'esprit était la mer du Nord ou la mer Baltique. Die Riviera, affirma Anna. Tout à coup, elle reconnut à l'horizon la falaise caractéristique de l'île du Levant et, perdue dans la brume, l'île de Porquerolles. Une chance qu'elle ait passé ses dernières vacances d'été à Cavalère. Elle ajouta aussitôt: Wahrscheinlich liegt dort die Fastinsel von Saint-Tropez. Und da drüben sind die Goldinseln, les îles d'or, le Levant, Porquerolles und Porquerolles. Le cocher approuva, visiblement satisfait. Puis il désigna un bouquet de lauriers roses sur le bas-côté. Ach, und diese Pflanzen, les plantes maintenant. Anna rassembla tout son vocabulaire de botanique et lui décrivit en détail toute la flore qu'il côtoyait. Le cocher ne l'interrompit pas. Bon signe, songea Anna. Si le cirque ne quittait pas la côte d'Azur et si l'épreuve d'allemand se bornait à une conversation courante, c'était gagné. Quand le convoi arriva sur la plage du débarquement, un rugissement terrible surgit de l'un des camions. Was ist denn das? Demanda le cocher. Ein Löwe, un lion, répliqua aussitôt Anna. Ich glaube, ist hungrig, déclara le cocher en invitant Anna à descendre de son siège. Bon, voilà que le lion avait faim. Qui pouvait-elle? Sie müssen ihn füttern, lui dit son compagnon. Comment? Avait-elle bien entendu? Elle devait lui donner à manger? Elle aperçut alors sur le flanc du camion un dessin de son propre visage sous lequel s'étalaient les mots Anna, die berühmte Tierbändigerin. Elle, une dompteuse. Alors qu'elle n'était jamais parvenue à apprendre à faire le beau à son chien. Non, ce devait être une erreur. Ce n'en était pas une. En s'observant, Anna s'aperçut qu'elle portait une tunique en peau de léopard. D'ailleurs, les autres membres de la troupe, qui parlaient tous allemand, vinrent la saluer cordialement, comme si elle avait toujours fait partie du cirque. Elle engagea la conversation, demanda où se trouvait sa roulotte, la viande pour les fauves, et se dirigea avec une certaine appréhension vers les cages qu'on venait de déposer sur le sable. À côté d'elle, le cocher lui prodiguait des conseils précis. Avancer doucement la main droite, flatter la crinière de la main gauche, calmer les fauves au moyen de formules consacrées, conseils destinés à lui éviter de se faire dévorer une main. Anna savait très bien qu'elle se trouvait en ce moment dans une salle d'examen et pas sur une plage face à des fauves. Elle savait aussi que ces conseils étaient en réalité une épreuve. Si elle les comprenait mal, si elle n'agissait pas strictement comme on lui demandait, les lions ne feraient d'elle qu'une bouchée virtuelle et elle reviendrait passer son bac le mois suivant. Tout de même, c'est avec une véritable appréhension qu'elle entra dans la cage, attentive aux consignes qu'on lui adressait en voix off. Soudain, alors qu'un des trois fauves lui arrachait des mains un superbe morceau de viande, un cri jaillit derrière elle. Die Löwin ist los!
Quoi? Une lionne s'était échappée? Elle sortit de la cage à reculons, comme on le lui recommandait. Quand elle se retourna, elle vit en effet la lionne qui s'éloignait paisiblement vers les 18 trous du golfe de Cavalère, voisin de la plage. Désemparée, Anna voulut s'élancer à sa poursuite. Le cocher la retint. Nein, sowieso wird sie nicht zurück. Bon, c'était trop tard. La lionne ne reviendrait pas. Anna avait-elle commis une erreur? Elle se permit de le demander. Le cocher la rassura d'un sourire et d'une phrase. Nein, das war perfekt, aber wir brauchen unbedingt eine andere Lövin für heute Abend. Non, elle avait parfaitement agi, la fuite de la lionne était donc prévue. Mais il fallait absolument trouver une autre lionne pour la représentation du soir. Aber wie? Demanda-t-elle. Comment faire? Das ist ihr Problem. C'était son problème, à elle, rien que ça. Und wie spät ist es? Demanda le cocher. Elle consulta sa montre, vit qu'il était 3 heures moins le quart. Répondit Viertel vor 11. Also, dann schnell. Faire vite, soit. Elle ne réfléchit qu'une seconde, puis bondit vers une cabine téléphonique. Le temps de l'épreuve était aussi compté, ainsi que d'autres tests destinés à éprouver ses réflexes, sa logique, son comportement, certaines capacités physiques élémentaires, et des connaissances de base dans d'autres domaines comme la géométrie, l'informatique, la mécanique, les sciences. Oh, les programmes mis au point pour le bac virtuel étaient soigneusement élaborés, dosés, rodés. Elle ne s'étonna guère que tous ses correspondants, la police, les pompiers, la direction d'un zoo, lui répondent en allemand, hélas par la négative. On lui conseilla d'appeler une réserve africaine au Zaïre. Là, enfin, elle sut qu'elle avait frappé à la bonne porte. Kein Problem, wir haben eine Löwin. On avait donc une lionne pour elle au Zaïre où, bizarrement, on parlait obstinément l'allemand. Mais comment aller chercher le fauve? Mit dem Flugzeug, lui répondit le cocher lorsqu'elle sortit de la cabine. En avion? Soit. Anna appela un taxi et fila vers l'aéroport d'hier. Mais juste après Bormes-les-Mimosas, le véhicule se rangea sur le bas-côté. Eine Panne, lui déclara aimablement le chauffeur. Il avait une étrange ressemblance avec le cocher, ignorait tout de la langue française et ne fit pas un geste pour aller ouvrir le capot. Anna déboucha le gicleur et remit en place le Delco en un temps record. Hélas, à l'aéroport d'hier, l'employée, qui ne parlait elle aussi que l'allemand, lui apprit qu'il n'existait aucune ligne directe avec Kinshasa. Elle dut jongler avec les horaires et les correspondances sans disposer d'aucun atlas. Elle crut avoir trouvé la solution en faisant escale à Francfort, Beyrouth et Dakar lorsqu'elle s'aperçut, au moment d'acheter son billet, qu'elle ne disposait pas de la somme demandée. Es gibt eine andere Lösung, lui dit l'employé. Il y avait une autre solution, plus économique, plus directe, peut-être par l'Espagne ou l'Algérie, mais en passant par l'Est, bien sûr, le Caire et Djibouti. Anna sut qu'elle avait résolu le problème en constatant que le prix du billet correspondait exactement à la somme dont elle disposait. Sans doute lui ferait-on cadeau de la lionne. L'avion était un vieux Falcon 8X dans lequel les instructions du décollage lui furent encore données en allemand. Son voisin, un grand type aux cheveux rares et aux sourcils épais, à qui ressemblait-il? Au cocher? Non, au chauffeur de taxi. Lui parlait de Goethe au moment où l'avion décollait. Ach, Goethe und seine schöne Novelle, die Räuber. Les brigands? Un roman de Goethe? Elle rectifia aussitôt. Les brigands étaient une pièce de théâtre, de Schiller, écrite, il est vrai, à l'époque de Goethe, en 1782. Und diese Musik. Anna prêta l'oreille à la musique douce que diffusaient les haut-parleurs. Un Lied de Goethe, cette fois en effet le roi des aulnes. Erlkönig von Goethe. Und die Musik hat Franz Schubert komponiert. Soudain, une voix angoissée interrompit le morceau. L'appareil avait un problème. Quelqu'un parlait-il allemand parmi les passagers? Le voisin d'Anna n'esquissa pas le moindre geste pour se lever. Elle se précipita alors vers la cabine de tête. Les deux pilotes semblaient évanouis. L'hôtesse demanda à Anna de prendre les commandes. Eh, mais je ne passe pas un bac technique, songea-t-elle. Elle n'avait joué que quelques heures sur Flight Simulator 24. Sans doute s'agissait-il d'une interférence avec un autre bac. Comme pour confirmer les soupçons d'Anna, son voisin surgit derrière elle, rabroua sèchement l'hôtesse et avertit Anna qu'il ne restait plus qu'une solution, sauter. Quoi? Wie bitte? Ja, mit dem Fallschirm.
C'était la première fois qu'Anna sautait en parachute, mais elle ne se débrouilla pas trop mal, grâce au conseil de son aimable voisin, qui se garda bien de l'accompagner. En revanche, quand elle tomba dans l'eau, à 200 mètres de la côte, sans doute celle d'Afrique, elle fut beaucoup plus sûre d'elle, et elle s'appliqua à effectuer le trajet en un temps record dans un crawl impeccable. 20 minutes plus tard, Anna était de retour au cirque avec une superbe lionne zaïroise. Mais le cocher, qui ressemblait fort au pilote du jet qu'elle avait emprunté pour le voyage du retour, lui annonça une mauvaise nouvelle. Unsere Trapezkünstlerin ist krank. Können Sie heute Abend vertreten? Comment? Acceptait-elle de remplacer ce soir la trapéziste qui était souffrante? Mais jusqu'à quelles excentricités ce maudit logiciel de Bach allait-il l'entraîner? Bien sûr, elle accepta, sans aucun enthousiasme. Le programme ne lui laissait guère le choix. Et face à un public de plusieurs centaines de personnes, Anna exécuta des prodiges de souplesse et d'équilibre. Épuisée, à bout de souffle, elle se demandait si cette épreuve était la dernière et combien de temps elle allait encore durer lorsque son partenaire, qui la tenait à deux mains, 15 mètres au-dessus du sol, commença à l'entretenir comme si de rien n'était d'une théorie philosophique particulièrement obscure. Plaisantait-il? Non, pas le moins du monde. Anna, entre deux seaux, se risqua à identifier le texte et son auteur, la critique de la raison pure de Kant. Ja, approuva joyeusement son partenaire au-dessus d'elle. Und in der Kritik der reinen Vernunft, tout en volant d'un trapèze à l'autre, Anna commença donc à débattre péniblement philosophie avec ce trapéziste inconnu qui ressemblait, soudain, à la même seconde. Elle eut deux certitudes épouvantables. La première, c'était que le cocher chauffeur de taxi pilote trapéziste n'était qu'une seule et même personne, son examinateur chauve aux épais sourcils, et la seconde, c'était que le trapèze qui venait vers elle était beaucoup trop haut. Peut-être avait-elle mal calculé son élan, à moins que les concepteurs de ce programme n'aient présumé des capacités du candidat. Anna entendit un hurlement de terreur monter des gradins. Elle sut qu'elle tombait, qu'elle allait s'écraser au sol, qu'elle allait donc échouer à cause de Kant et d'un méchant numéro de trapèze volant. Le vertige de sa chute dura 2 secondes, et il fut suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Étourdie, Anna fit mine de se relever. Elle voulait au moins saluer ce public admiratif, qui ne lui tenait pas rigueur de son échec. Mais elle s'aperçut qu'elle ne se trouvait plus sous le chapiteau, ni au centre de la piste, mais au milieu de la salle du bac virtuel, entourée d'une vingtaine de personnes qui l'applaudissaient à tout rompre. Mademoiselle, je vous félicite. Son examinateur venait de lui retirer son casque. L'expression de géant chauve n'avait plus rien de sévère ni de cruel, elle était au contraire admirative et bienveillante. Vous vous êtes tiré très brillamment de toutes les situations. Je ne parle pas des épreuves d'allemand et de géographie, pour lesquelles vous avez fait preuve de connaissances à la fois larges et précises, très supérieures au niveau exigé, mais surtout des épreuves physiques où je me suis permis de vous entraîner et pour lesquelles vous disposez de dons étonnants. Superbe performance, notamment en gymnastique et en natation. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes reçu avec la mention très bien.